Bonsoir et merci de nous rejoindre. Voici les titres de la rédaction. Pendant que le démantèlement du quai Trader est suspendu à cause de la météo, coutumiers et associations environnementales s'activent à Pointe-Dimier. L'association Popoaden et les coutumiers du district de Baye ont porté plainte contre l'armateur Lomar Shipping. Nous les avons rencontrés ce matin à la gendarmerie. La destination calédonienne promue au maximum à l'international grâce au workshop. Ceci à l'occasion des 10 ans du Salon du tourisme. Reportage dans le feuilleton de la semaine. Le réveil kanak de David Chappelle, présenté lors d'une conférence demain à l'université. L'universitaire hawaïen spécialiste en histoire du Pacifique nous parle de son ouvrage. Il est notre invité dans ce journal. Mais avant d'ouvrir cette édition, lourd bilan aujourd'hui dans un accident de la route. 3 morts lors d'un choc frontal à 9 h ce matin entre la tribu de Saint-Laurent et la Tamoa à Païta. Les 2 femmes à bord de la Berlingo qui circulait vers Tontouta sont décédées sur le coup. Le chauffeur de la Mitsubishi est décédé après avoir été évacué vers le Medipol. Sa passagère est toujours à l'hôpital. On ne sait toujours pas dans quel état elle se trouve. L'origine du choc frontal n'est pas connue car l'enquête est en cours, ce qui porte le bilan à 18 morts sur la route depuis le début de l'année. Autre accident impressionnant mais sans gravité, un car scolaire a fait une sortie de route sur la route étroite de la vallée d'Amois à Pointe-Dimier, bloquant la circulation pendant plus de 2 heures. Aucune victime n'a été déplorée. Des images d'Aurélie Niaoutine. On reste à Pointe-Dimier. Le quai Trader échoué depuis près d'1 an sur le récif Durand fait parler de lui de nouveau. L'association Popoaden et les coutumiers du district de Baye ont déposé plainte aujourd'hui contre l'armateur du porte-conteneurs Lomar Shipping. Écoutons Robert Hiagué de l'association Popoaden suivi d'un des coutumiers du district de Baye, Luther Oumatou. Et qu'attendez-vous de cette démarche à la gendarmerie ? Surtout ça fait plus d'1 an maintenant que le bateau il est toujours échoué sur le récif là où à marée. Donc nous on aurait souhaité avoir des infos de la situation, où c'en est. Et puis surtout, voilà, c'est cette préoccupation de notre environnement voilà, qui est parlant. De dire que voilà, il y a ces déchets qui sont sur nos rivages là. Voilà. Donc sensibiliser de ce fait la population, mais surtout aussi par rapport à nos institutions. On sait qu'il y a un arrêté municipal qui a fait effet. Où sont nés, par exemple? Oui, là aujourd'hui on est venu pour soutenir Popoaden, parce que comme Popoaden, lui, il s'occupe de l'environnement, que ce soit en forêt que sur la mer. Parce qu'au bord de mer, il faut dire que nous avons nos pêcheurs qui sont là. Il y a un arrêté de la mairie qui nous interdit de pêcher. Et nous avons nos pêcheurs. Depuis ce temps-là, elle n'est pas levé encore l'arrêté. Et puis pour eux, c'est un manque à gagner, quoi, hein. Et on va essayer de faire quelque chose pour qu'ils aient quelque chose, parce que là, ils sont au point mort. Là. Alors, où en est le démantèlement du quai Trader? Le point avec Natacha Ougui. Pour les travaux liés au démantèlement du porte-conteneurs quai Trader, la Shanghai Salvage Company a fait l'acquisition du Julie en début de ce mois, un bâtiment base doté d'une énorme grue. Ce dernier servira de plateforme logistique et de commandement. Favorisé par des conditions météo idéales, de premiers travaux sont effectués entre le 12 et le 15 mai dernier. La Shanghai Salvage Company retire alors plus de 12 tonnes de débris situés dans la cale numéro 1, puis extrait ensuite près de 3 mètres cubes d'eau polluée provenant de conduits, de réservoirs et de circuits hydrauliques. Selon l'État, aucune trace de pollution par hydrocarbures ou débris n'a été signalée depuis ces premiers travaux. Par ailleurs, une étude hydrographique complète et réactualisée devrait être réalisée, qui permettra de cartographier précisément des morceaux de coque ou autres débris ayant coulé autour du quai Trader pour planifier leur récupération. Mais depuis la semaine dernière, toute intervention sur le quai Trader est suspendue pour cause de conditions météorologiques difficiles. Le plan de démantèlement du porte-conteneurs est actuellement en cours de validation.
L'opération n'a donc pas pu commencer. Le tourisme fête les 10 ans de son salon. Nous y avons consacré notre feuilleton de la semaine. Et le premier workshop international a été mis en place à Nouméa. Le workshop est un outil de promotion commerciale pour le tourisme de Calédonie. Une occasion de vendre la destination, mais aussi d'attirer les touristes vers les tribus du pays. Le reportage de Duke Menango. Jour de rallye pour les professionnels du tourisme calédonien ici au Château Royal. À chaque son de cloche, ils ont 15 minutes pour s'entretenir avec des tours opérateurs ou des intermédiaires venus des 4 coins du monde. Les grands hôtels de Nouvelle-Calédonie, le Méridien, le Sheraton ou encore Destination Île Loyauté et bien d'autres sont venus proposer leurs prestations. Et aux côtés de ces grands noms de l'industrie touristique du pays, il y avait aussi de plus petites structures venues aussi tirer leur épingle du jeu. Nous, ça nous permet de directement, je dirais, d'aller négocier justement avec ces différents opérateurs qui sont ici sur place pour faire venir des groupes, parce que vous savez très bien que après le nickel, on a tout intérêt à développer notre potentiel ici qui est la nature, notre environnement, et puis le potentiel, je crois, le plus riche, c'est notre culture. La diversité de notre culture, elle est là, et c'est ce que nous essayons de vendre, nous, voilà. Et justement, on a aussi de l'accueil en tribu, on a dans les villages, etc., les différentes facettes un petit peu de nos différentes activités, et puis surtout la simplicité. L'occasion de promouvoir, mais aussi de mieux cibler les demandes ou les attentes de chaque touriste selon sa provenance. Helicopter. Yes, it's here. What can we see if we take the helicopter? And it's here. The start here. Pour les Australiens, c'est vrai, pour les Australiens, ça a été plus les activités côté mer. C'est des activités comme vers sur Poé. Pas trop les randonnées, c'est plus au niveau des la prestation comme le spa ou du VTT ou vraiment les excursions sur l'île. C'était plus pour ça. Après, pour la Chine, ça a été c'était plus au niveau des hébergements, quoi. Ils recherchaient suivant le classement des étoiles. Donc, tout sur Bouraï, on n'avait que 3 hébergements avec le classement des étoiles. Et après, c'est les activités surtout en rapport avec la mer. Pas trop côté montagne, ils préfèrent plus vers la plage. They are looking for the vacations, also some sea activities. But another very important element we need to get them is the luxury hotels, the good hotel facilities. They can enjoy their holidays here. Yeah, it's a new place for the Chinese person to know the island and can do the traveling here. I think it's too much activities we can do here, and the view is very beautiful. And through this workshop, we can know many things, and we will bring the itineraries back to our China, and we will promote it. Okay, we try it. And the beach now, it's 10 minutes. 10 minutes. Yes. And the Nouméa at Bouraï is 2 hours. 2 hours. Yes. 2 hours and a half. Yes. So you have the airport in this area? No. 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 Pour les petites structures de villages ou tribus, l'enjeu est donc de vendre leurs atouts en captant notamment ce marché chinois ou autre qui vient davantage séjourner dans ces grands hôtels. Aujourd'hui, c'est la problématique de l'éloignement ou plutôt des transports qui freine cet élan. Il donne une conférence demain à 18 h à l'amphithéâtre à l'Université de la Nouvelle-Calédonie à propos de son ouvrage récemment traduit en français, Le Réveil Kanak, la montée du nationalisme en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir David Chapelle. Bonsoir. Alors vous êtes un universitaire. Merci pour m'avoir invité. D'accord, vous êtes un universitaire hawaïen, donc vous vous êtes penché sur 20 ans d'histoire. D'abord, personnellement, pourquoi vous intéressez, vous, à la Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est vrai, je suis prof de l'histoire des îles du Pacifique à l'Université d'Hawaï. Et je m'intéresse surtout aux luttes de décolonisation dans la région.
Et puisque j'avais déjà enseigné dans ma jeunesse en Côte d'Ivoire, en Afrique, j'ai vu en ce temps-là le défi de construire une nation dans un pays très divers, qui a beaucoup de langues différentes, etc. Alors je me suis dit, le cas de Calédonie, de Nouvelle-Calédonie, est aussi intéressant en Océanie à cause non seulement de la diversité indigène, mais vous avez des autres communautés ici. Et puis, il y avait une lutte pour la décolonisation, mais on essaie toujours de trouver un moyen de régler le statut du pays et construire un destin commun. Alors, j'ai vu des choses comparatives entre les deux cas. Mais est-ce que le modèle calédonien est unique dans le Pacifique, selon vous? Un peu, oui, parce que vous avez déjà des pays qu'on peut appeler des colonies de peuplement, parce que, par exemple, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais dans ces cas-là, les immigrés européens sont devenus la majorité claire de la population par une grande différence. Les indigènes ne font qu'entre 2% ou 10% de la population. Mais ici en Calédonie, ce n'est pas le cas. Les Européens ne font peut-être que un tiers de la population. Et il faut ajouter des autres immigrés, des communautés asiatiques, polynésiennes, etc., pour avoir une majorité. Mais c'est une très légère majorité. Les indigènes font dans les 40% de la population. Alors, c'est presque moitié-moitié. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça crée une tension un peu spéciale. Alors, nos politiques lisent, on va dire, à leur manière et comprennent l'accord de Nouméa. Reparler de l'histoire, c'est comprendre le présent selon vous? Oui, moi, ce que je cherche, centrer mes recherches, c'était la période avant les événements des années 1980. Par exemple, dans les années 1960 et 70, pour voir la genèse de la crise que le pays a subie pendant les années 1980. Et maintenant, quel est l'ex de tout ça? Comment les gens peuvent essayer de se mettre ensemble après une crise comme ça? C'est ça qui m'intéresse. Alors, dans le premier chapitre de votre livre intitulé, ce chapitre est intitulé « L'autodétermination interrompue », vous développez les frontières de la colonisation, la résistance armée, mais aussi le député kanak, l'autonomie renversée. Pourquoi ce titre « L'autodétermination interrompue » ? Oui, bonne question. À mon avis, il y a deux instances d'interruption de l'autodétermination de ce pays. D'abord, évidemment, en 1853, quand la France a pris possession du pays, sans consulter, sans négocier avec les indigènes. Et puis, deuxièmement, après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à donner des droits aux indigènes. On a terminé l'indigénat, ils pouvaient sortir de leurs réserves, ils pouvaient avoir des droits de voter, des choses comme ça. Et il y avait une progression de décolonisation dans les années 50. On a reçu ici l'autonomie dans les années 50. Mais tout d'un coup, il y avait ce que j'appelle la deuxième interruption dans l'autodétermination du pays, vers 1958 jusqu'en 1969. C'était le choix fait par le président Charles de Gaulle. Il voulait garder le nickel de la Nouvelle-Calédonie. Pour lui, c'était une ressource stratégique, et il a enlevé l'autonomie qu'on avait déjà donnée au pays.
Il a interrompu le procédé de décolonisation et c'est ça qui a causé les problèmes, surtout pendant le boom de nickel avec 25 000 d'immigrés de plus qui sont venus. Et puis, en ce moment-là, les étudiants kanaks et calédoniens sont revenus de la France et ils ont vu qu'ils ont appelé ça une recolonisation de leur pays. Mais et ça les a radicalisés. Ouais. On ne va pas tout dire, hein. On va laisser le temps au public de lire votre livre. Selon vous, le nationalisme est toujours autant présent en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Oui, je pense. Surtout parmi ceux qui cherchent l'indépendance. Mais il y a aussi une autre forme de nationalisme, je pense, en ce moment, c'est-à-dire créer une identité calédonienne. Hein, parce qu'on avait l'identité kanak à cause du réveil kanak, mais l'identité calédonienne était un peu floue. Mais ça commence à s'annoncer parce qu'évidemment, on a la relation avec la France, mais ici, c'est un pays en soi-même, la Calédonie, avec les Kanaks et les Calédoniens de souche, quoi. Et c'est à eux qu'on demande de faire un choix au mois de novembre cette année. Et, je pense qu'il y a deux nations ensemble, mais peut-être au moins on a déjà l'autonomie depuis l'accord de Nouméa, une autonomie progressive, évolutive, quoi. Et peut-être que ça peut devenir une habitude. Merci David Chappelle d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, cette conférence aura lieu demain à 18 h à l'Amphi 400 à l'université. Elle sera diffusée prochainement sur Calédonia. Qui succédera à Lévina Napoléon, Miss Nouvelle-Calédonie 2017? La réponse, on le saura le 13 septembre prochain. Le second casting pour l'élection s'est déroulé ce samedi. 10 candidates se sont présentées au kiosque à musique à Nouméa. Le reportage d'Éric Deroche et Anissa Toussi. Mesurer 1,70 m, avoir entre 18 et 24 ans, être célibataire et de nationalité française, ne pas être tatoué ni avoir eu recours à la chirurgie esthétique, ce sont les critères à respecter pour se présenter à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. La nouvelle équipe du comité Miss a opté cette année pour un thème qui relie toutes les identités du pays. La thématique de cette élection sera autour du métissage. Nous aurons une mise en valeur, d'ailleurs nous sommes en partenariat avec le CFA de la Chambre des métiers de l'artisanat et avec tous les créateurs. L'idée c'est de mettre en valeur la création locale. Et en nouveauté, nous avons effectivement la volonté de mieux valoriser les créateurs. Ce n'est pas facile de recruter de nouvelles reines de beauté en Nouvelle-Calédonie, car les concours de beauté ne sont pas des pratiques courantes au pays et sont souvent critiqués. Le comité Miss doit parfois lui-même flairer ses futures candidates. On en a quelques-unes qui se présentent spontanément et nous, grâce à Facebook, il faut le dire, on contacte pas mal de filles et dans la rue, quand on a la chance d'en croiser, on les aborde. Mais c'est quand même pas facile. Lévina Napoléon, Miss Nouvelle-Calédonie 2017, est également présente aujourd'hui pour aider et conseiller les futures prétendantes à son titre. Franchement, les filles, si vous voulez vous présenter, présentez-vous. C'est une belle opportunité. Vous allez pouvoir découvrir un tas de nouvelles choses que moi, je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai pu faire énormément de rencontres, de voyages. Et c'est très bénéfique pour votre personnalité. Le prochain casting se fera le 2 juin au Ramada Plaza. Les 12 candidates à Miss Nouvelle-Calédonie 2018 y seront sélectionnées. L'élection, quant à elle, aura lieu le 15 septembre. Voilà un rendez-vous qui sera diffusé en direct sur Calédonia. Et un autre rendez-vous, Calédonia, on revient sur le combat de boxe entre Tahiti et Nouvelle-Calédonie la semaine dernière à Nouméa, en vue de préparer les Jeux du Pacifique. Adrien Spinoza recevra Louis d'Angleberme. Le boxeur disputera son premier combat professionnel. C'est juste après ce journal et bien sûr après la météo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la place à Adrien.